Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce lundi. Une prière œcuménique pour la paix dans le monde a été dite par le pape François au Vatican en Italie. Plusieurs personnalités politiques présentes. Au nombre de celles-ci, les ministres d'État, ministre des Affaires étrangères Candia Camara, présente en Italie pour une visite de travail. Elle a rencontré des responsables religieux du Vatican et la communauté Sant'Egidio. On en parle en ouverture de journal. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire et plus précisément le département de Téhéni, des vestiges de l'époque coloniale répondent présents au regard des curieux et autres passionnés d'histoire. On y trouve des tranchées de guerre et un cimetière colonial. Ce sera l'instant découverte de ce journal avec notre reporter Mahama Traoré. Au Burkina Faso, ouverture du procès Thomas Sankara à Ouagadougou ce lundi 11 octobre 2021. Le leader de la révolution burkinabé en 1983 a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses collaborateurs. 14 personnes sont dans le box des accusés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Direction l'Italie, place Colisée de Rome, où une prière œcuménique, nous le disions à l'instant pour la paix dans le monde, a été dite par le pape François. La cérémonie a réuni des personnalités politiques telles que le président italien Sergio Mattarella, présente en Italie pour une visite de travail. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Candia Camara a pris part à cette prière aux côtés de personnalités politiques. Occasion pour la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire de rencontrer les responsables religieux du Vatican et la communauté Sant'Egidio. Michel Digré. La place Colisée de Rome, le temps d'une prière pour la paix dans le monde, a accueilli plusieurs personnalités politiques et guides religieux. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation conduite par la ministre Candia Camara. Cette cérémonie de clôture de la rencontre internationale de la communauté Sant'Egidio aura permis aux fidèles des différentes confessions religieuses du monde, au terme d'une année marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux conflits, de lancer des appels forts en faveur de la paix dans le monde. Vous avez vu tous les guides religieux avec à leur tête le pape. Et c'est une belle image. C'est un événement très important, très significatif, pour dire au monde qu'il n'y a pas de guerre entre les religions. Bien au contraire, les religions doivent se réunir. Après cette prière œcuménique, la ministre Candia Camara a rencontré les responsables de la communauté Sant'Egidio. Nous avons suivi le pays et aimé le pays depuis très longtemps et ça nous porte d'avoir des programmes communs. Surtout sur l'éducation des jeunes, surtout en matière de relations internationales pour la paix et la réconciliation, à commencer bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. La sous-région est un moment difficile, la Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, a des fortes institutions. Le président Ouattara a tout fait pour renforcer le pays en ces derniers 10 ans et je pense que Sant'Egidio va continuer à coopérer, surtout dans le domaine du dialogue interreligieux et de la paix. C'est une communauté qui encourage les leaders politiques ivoiriens à dialoguer et donc nous sommes venus leur dire ici que les conseils qu'ils ont souvent donnés à la Côte d'Ivoire et aux leaders, ces conseils-là sont bien suivis. Aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation qui est en marche. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ensemble, travaillent ensemble. Et donc, nous sommes venus partager tout cela avec M. Mario et nous voudrons le remercier, lui ainsi que ses collaborateurs, pour cette audience qu'il nous accorde aujourd'hui et surtout qui nous donne l'occasion de venir témoigner la reconnaissance du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des Ivoiriens. La ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs rendue au Vatican où elle s'est entretenue avec Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, sur les questions de stabilité et de réconciliation nationale. Et voici également plus d'un an que des prières sont formulées par les religieux pour plus de santé dans le monde avec l'apparition du Covid-19. Qu'en est-il de l'évolution de la maladie dans notre pays? Assure le point de cette évolution en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier dimanche 10 octobre 2021 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 2489 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 76 guéris et 7 décès. À la date donc du 10 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 60 819 cas confirmés, dont 58 893 personnes guéries, 666 décès et 1260 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 044 828. Le 9 octobre, 30 987 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 576 350 doses du 1er mars au 9 septembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé dans cette édition, crise sanitaire et santé mentale. Quel impact sur les populations? C'est le thème choisi dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Une journée pour davantage sensibiliser l'opinion publique sur la question de santé mentale et mobiliser les énergies pour une prise en charge efficiente des patients atteints de maladies mentales. Célébration observée en Côte d'Ivoire, c'était hier dimanche 10 octobre 2021. C'est Forazegi. Hôpital psychiatrique de Bingerville, ici cohabitent 80 patients atteints de maladies mentales. 48 sont des cas sociaux. Pour détecter qu'une personne est atteinte d'une maladie mentale, c'est simple. Lorsqu'une personne ne réussit pas à gérer ses émotions, à maîtriser sa colère et à retrouver une vie à peu près normale, c'est déjà les premiers signes de troubles mentaux. Nous rencontrons Élise dans ce centre. Son fils y est interné depuis 8 jours. Il souffre de troubles psycho-émotionnels. C'est à la suite du décès de son père que tout a commencé. Toujours quand il se souvient de son papa, il pique la crise. Donc ça ne veut pas dire que c'est un fou comme ça. C'est la tristesse qui fait qu'il est devenu comme ça. La maladie mentale, bien que reconnue comme problème de santé publique, reste banalisée et ceux qui en souffrent sont presque abandonnés et stigmatisés. Les gens se plaignent que les parents abandonnent les malades. C'est le fait que c'est coûteux. Je suis venue, demain lundi, ça me fait 8 jours, mais je suis à 235 000. Si je n'ai plus rien à la maison et que les autres viennent, ils seront obligés d'abandonner mon enfant. La Côte d'Ivoire a un nombre important de personnes souffrant de maladies mentales selon l'OMS, mais la prise en charge demeure une problématique. Les médicaments de psychiatrie coûtent excessivement cher pour les bourses de la plupart des 3 quarts des malades qui viennent de milieux défavorisés. Donc il y a les malades qui sont bien pris en charge financièrement et les autres se débrouillent. Pour sensibiliser les acteurs du système sanitaire et informer les populations sur les troubles mentaux, une journée est dédiée. L'OMS s'engage à aider le pays à renforcer son système de santé mentale à travers tous les chantiers auprès du Programme national de santé mentale en vue d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Comme dans plusieurs pays, les données sur la santé mentale ne sont pas documentées. Selon l'OMS, la santé mentale reste encore un sujet sans grand intérêt du fait des préjugés. La Journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous de lutter contre la stigmatisation afin que davantage les personnes se sentent capables de demander de l'aide aux services de prise en charge dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le 10 octobre de chaque année est décrété Journée mondiale de la santé mentale par l'OMS. Un reportage signé Sephora Zegui. Sachez qu'en ce 11 octobre 2021, ONU Femmes se joint aux autres organisations de l'ONU, à la société civile et aux filles du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la fille, qui cette année a pour thème Génération numérique, notre génération. Il s'agit d'appeler à un accès équitable des filles à Internet et aux appareils numériques et à des investissements ciblés en vue de leur offrir des opportunités d'accéder de manière effective et en toute sécurité aux nouvelles technologies, d'en faire usage ainsi que de jouer un rôle moteur et innovateur dans ce domaine. Selon des informations mises à disposition sur le site des Nations Unies en ce 11 octobre 2021, plus de 2 milliards de personnes de moins de 25 ans n'ont pas accès à Internet à la maison, les filles étant plus susceptibles d'être isolées.
Toujours dans le fil de l'actualité, apaiser les tensions et appeler le corps enseignant à la retenue, c'est le sens de la démarche engagée par le réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire pour calmer la vague de protestations enregistrée au niveau des enseignants après le viol d'une institutrice en poste à Sandégué dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier. Et selon la présidente de ce réseau, Emma Nadège Sépi Diabagaté, il faut laisser la justice faire son travail. Evelyne Yeboué, Sephora Zeki. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, une institutrice a subi un viol dans la localité de Sandégué, dans le Gontougo. Ce crime a suscité l'indignation de ses collègues, mais aussi de la population. Des voix s'élèvent alors pour condamner cet acte. Le REDICI condamne avec énergie cet acte de viol sur une femme en général et en particulier sur une enseignante. Le REDICI exige que justice soit faite pour servir de leçon et que nous, institutrices, puissions exercer notre métier en toute quiétude partout où le devoir nous appelle. Le REDICI, en pareille circonstance, apporte son soutien moral, matériel et financier à notre collègue. Cette nouvelle qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux a conduit à la fermeture des écoles dans cette localité. Le réseau des institutrices de Côte d'Ivoire appelle donc l'ensemble de la communauté éducative au calme. Pour rappel, c'est un jour après la journée mondiale des enseignants que le viol a été commis. Et justement, en rapport avec cette actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation qui renseigne sur l'évolution des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premières heures, la victime a été prise en charge par les autorités administratives et le corps enseignant. Aussitôt informé, le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation et le ministre, bien sûr, le professeur Mariatou Koné a instruit ses services centraux et régionaux compétents à l'effet de prendre des dispositions pour que la victime bénéficie de toute l'assistance psychosociale, médicale et psychologique nécessaire. La ministre s'est entretenue au téléphone avec la victime afin de s'enquérir de son état de santé et lui traduire toute sa compassion, son soutien ainsi que celui du gouvernement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Madame le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et entend tout mettre en œuvre en liaison avec les juridictions compétentes pour que l'auteur soit interpellé et subisse la rigueur de la loi. Enfin, le ministre Mariatou Koné appelle la communauté éducative au calme et à la sérénité. Elle invite à s'abstenir de tout acte susceptible de troubler le bon déroulement des enquêtes. Le gouvernement suit avec la plus grande attention cette situation. Et on retrouve les membres du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire qui étaient en fait à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants. Une célébration pour rendre hommage à ces professionnels de l'éducation, mais aussi demander au gouvernement plus d'investissement dans ces acteurs de l'instruction scolaire. C'est la commune de Koumassi qui a abrité cette célébration. L'on a pu enregistrer à cette célébration les contributions des ministres Adésiré Ouloto et Mariatou Koné. Walter Amadou Ouattara. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, c'est le thème 2021 de la Journée mondiale des enseignants. Elle est commémorée ici, à Koumassi, au foyer des jeunes, par le REDICI, Réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan apporte son soutien à cette organisation. En célébrant la Journée mondiale des enseignants 2021, il nous faut insister sur le soutien dont le personnel enseignant du préscolaire à l'enseignement supérieur a besoin pour contribuer pleinement au processus de la relance de l'éducation. Aux côtés des institutrices, les ministres Anne-Désiré Ouloto et Mariatou Koné qui leur expriment les encouragements du gouvernement. Oui, je suis d'accord pour que vous travailliez pour une école de qualité. Si notre école devient une école de qualité, de grande qualité, alors vous aurez réussi à être de bons enseignants. Pour faire face à la COVID-19 et pour assurer la continuité des cours dans un contexte sanitaire difficile. Mais le défi de la continuité de l'école a été relevé parce que vous, les enseignants, vous étiez là. Vous avez été véritablement au cœur de la relance de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour
adresser à toutes les enseignantes et à tous les enseignants mes vives félicitations et mes remerciements pour avoir permis à l'école ivoirienne de rester debout. Parrain de la célébration, le ministre maire de la commune de Koumassi, par la voix de son représentant, le député Kader Aboudraman Ouattara, a salué cette initiative et transmis la volonté sans faille de Cissé Ibrahim Bakongo à accompagner les actions des enseignants en faveur de l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Et puis à Agban Village, dans la commune d'Atékoubé, un groupe scolaire porte désormais le nom d'un ministre de la République, baptisé groupe scolaire Laurent Tchagba. Il a été inauguré par le ministre Laurent Tchagba en personne. Superficie de l'établissement, 6145 mètres carrés pour une école maternelle, 3 écoles primaires et une cantine scolaire. Le tout pour une capacité d'accueil de 1260 élèves. Dans la région du Moronou, le président du conseil régional Pascal Afing-Guessant a procédé à la remise d'un collège de proximité construit dans le village de Sérébissou, sous-préfecture de Thiémé-Lécro. À la remise également de 2 bâtiments et de 3 salles de classe, plus bureaux dans les écoles primaires des villages d'Alongo et d'Aounan, dans la sous-préfecture d'Anoumaba. Le reportage d'Herman Yamia. Sérébissou, village de la sous-préfecture de Thiémé-Lécro dans le département de Mbato, dispose désormais d'un collège de proximité. Pour cette rentrée académique 2021-2022, seulement les élèves affectés en 6e seront les premiers pensionnaires. Un véritable soulagement pour les parents qui l'ont exprimé à cette cérémonie de remise des clés. En décidant de construire un collège de proximité ici à Sérébissou, non seulement vous accroissez l'offre scolaire, mais vous permettez aux jeunes enfants des environs de continuer de bénéficier de l'encadrement et du suivi des parents. Tenez-vous, sur 10 jeunes filles du village qui sont affectées ailleurs, 7 ne reviennent en grossesse. Sur 10 jeunes gens qui entrent au collège, 7 abandonnent pour des raisons d'habitation, de nourriture, parce qu'ils sont loin de leur papa. C'est pourquoi il dit tantôt que vous venez de régler un véritable problème. Après la classe de 6e suivra les années à venir, l'ouverture des classes de 5e, de 4e et de 3e. Ce collège de proximité est l'œuvre du conseil régional du Moronou qui, après cette cérémonie, son président Pascal Afing-Guessant a procédé à la remise des clés de 2 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux dans les villages d'Alongo, dans la sous-préfecture d'Anmamba, et à Aounan, dans la commune de Mbato. Quand le bien-être des populations ne vous préoccupe pas, quand l'avenir du pays ne vous concerne pas, vous ne faites pas la politique. En tout cas, en ce qui nous concerne, ce sont nos motivations. Après l'éducation, la santé. Un autre centre d'intérêt du conseil régional du Moronou. Cette fois-ci, c'est la sous-préfecture d'Anoumaba qui en est la grande bénéficiaire. Les responsables du centre de santé urbain de la sous-préfecture ont reçu des mains du président Pascal Afing-Guessant les clés de la maternité construite par le conseil. Ils ont, à cette occasion, réceptionné du matériel biomédical. Le bâtiment et l'équipement ont coûté au conseil régional du Moronou 32 millions de francs CFA. Et puis, mesdames et messieurs, dans votre journal, un brin de littérature, Les Maillons du Destin, c'est le titre d'une œuvre écrite par un ingénieur informaticien de profession, son nom Éric Coblan. Le recueil composé de 3 nouvelles traite de problèmes et de caractères universels de la société. La cérémonie dédicace de l'œuvre s'est déroulée dans la commune du Plateau. William Kakou, à Boussanogo. Les Maillons du Destin, œuvre édifiante d'Éric Coblan, est un recueil de 57 pages, composé de 3 nouvelles. 13h13 est le premier recueil d'une série de 3 recueils. Cet ouvrage met en exergue des situations courantes face auxquelles l'on est confronté dans la société. L'auteur, à travers cette œuvre, veut susciter une certaine introspection et attirer l'attention des lecteurs sur certains faits de la société. J'estime que tout individu, quel que soit son métier, éprouve des sentiments. Donc il me fallait partager ce que j'avais comme interrogation. Chaque décision que nous prenons est un maillon. Chaque propos que nous tenons fait partie des différents maillons. Et donc, ce sont ces différents éléments réunis qui forment un maillon et qui déterminent le destin d'un individu. Critiques et proches d'Éric Coblan qui ont pris part à cette dédicace n'ont pas manqué de traduire leurs opinions. C'est un recueil de nouvelles qui met en scène des situations de la vie quotidienne. C'est la façon dont ça nous donne à nous poser des grandes questions philosophiques comme toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Est-il possible
de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des antidotes contre le temps? Et je pense que ça nous permet de nous interroger sur les chemins qu'on prend et notre capacité à dire la vérité aux gens qu'on aime et les conséquences que ça peut avoir. C'est un ouvrage où il ose nous faire entrer dans la vie privée des familles à travers des sujets tels que la vérité. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est une œuvre merveilleuse qui nous permet de penser, de réfléchir et d'envisager des solutions. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Ou encore, la sorcellerie existe-t-elle? Sont des situations traduites dans les maillons du destin. L'œuvre est éditée par Edilivre. Et puis, mesdames et messieurs, instant découverte dans ce 13h, direction le nord-est de la Côte d'Ivoire et plus précisément le département de Téini. Dans cette localité, des vestiges de l'époque coloniale répondent encore présents au regard des curieux et autres passionnés d'histoire. On y trouve des tranchées de guerre et un cimetière colonial, des lieux chargés de symboles qui rendent compte à leur façon d'un pan de l'histoire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Bahama Traoré. Situé à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Téini a le profil type des paisibles cités de l'intérieur du pays. L'ambiance est moins dense que celle des grandes villes et chacun des 15 000 habitants s'affaire comme il peut. Le département de Téini est frontalier au Burkina Faso et a la particularité d'être à la lisière du parc national de la Comoé. Téini porte aussi des empreintes de l'ère coloniale et cela est bien visible sur le sol rocheux que l'on rencontre à l'entrée de la ville. Ces fossés creusés par des bravalides datent des années 30. Dame Ouattara a vu son père subir ces pénibles travaux forcés. Lors de la restauration, certains ne pouvaient pas manger du fait du sang qui coulait de leurs paumes à force d'attraper la manche de la pelle pour travailler et puis la pioche pour travailler. Les raisons les Blancs évoquaient pour la creuser de ces tranchées-là, ils disaient qu'il y avait une guerre qui venait. Et quand la guerre allait arriver, les gens allaient courir et puis se réfugier dans ces tranchées-là. Ces tranchées de guerre ne sont d'ailleurs pas les seules traces visibles de l'époque coloniale. Dans ce cimetière situé en plein cœur de Téini, on ne trouve que des tombes de colons français. Ici reposent des explorateurs qui ont voulu percer le mystère de cette ville. Cette histoire qui a tout l'air d'une fable a traversé des décennies et des générations. L'un des anciens la connaît bien. Nous avons la colline sacrée, qui est le dieu même du village qu'on appelle Bokole. Ils ont tenté même de bombarder cette colline-là. Donc, c'est dans ça, en tentant de tirer toujours les génies, il y a eu des morts. Ce qui explique le cimetière des Blancs que vous voyez aujourd'hui. Avec cette dizaine de sépultures et ces tranchées de guerre, Téini est un symbole vivant de l'ère coloniale. De par ses vestiges coloniaux, cette cité veut assumer ce statut historique, tout comme l'est la cité sœur de Grand Bassam dans le sud du pays, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour prétendre à une telle notoriété, Téini a du chemin à parcourir, à commencer par surmonter la difficile étape de la restauration et de la valorisation de ce patrimoine touristique tombé en ruine au fil des ans. Les sites ne sont pas traités, il n'y a pas d'entretien. Avec nos maigres moyens de la commune, pour nous natifs de Téini, c'est un patrimoine pour nous. Ce qui nous rappelle toujours l'existence du travail forcé. Je voudrais demander au ministère du Tourisme et au ministère de la Culture de pouvoir venir découvrir à Téini ici ces sites et voir dans quelle mesure nous donnons un coup de main pour pouvoir valoriser ces sites. Valoriser ces sites afin de redonner un nouveau souffle économique à cette localité jadis prisée par les colons pour son potentiel aurifère. Le nouvel envol de Téini passe aussi par sa principale voie d'accès, encore en attente de bitumage. Reportage signé Bahama Traoré et sortant des tranchées de guerre qui datent de l'époque coloniale, tranchées de guerre de Téini. Regardons ensemble à ce masque, le Zaouli, vous le connaissez sûrement ou peut-être en avez déjà entendu parler. Un sourire sur un visage naturellement joyeux, le tout surmonté d'un symbole traduisant un fait de société. Voici le faciès qu'il présente, sculpté avec précision dans le village de Tibéita, dans le département de Zuénoula. Sa renommée a depuis longtemps dépassé les frontières, mais quelle est la main qui s'applique avec autant de minutie pour lui donner ces contours qui plaisent? Œuvre de l'artiste sculpteur Saou Biboti. Il a hélas tiré sa révérence le 1er septembre dernier, mais Didier Nguessan nous dresse son portrait.
Un centenaire avec des mains toujours si habiles. Il est le visage du Zaouli, du moins celui qui raffine ce faciès juvénile et inlassablement jovial. Saobi Boti transforme et façonne le bois avant de lui donner cette finesse caractéristique de son savoir-faire ancré dans la tradition gourou. Ce matin, il peaufine ses dernières créations. À chaque œuvre, le sculpteur transmet un message. Tout dépend de la lune. Que souvent, quand tu en fait accoucher un nouveau-né, c'est la fin du mois. Souvent, on dit cette fin du mois, ma femme peut accoucher. Fin du mois, on doit me payer mon salaire. Fin du mois, il doit faire mon champ. Fin du mois, il doit aller en voyage. Donc, tout dépend du mois, de la lune. L'oiseau s'appelle Blaoui. Il peut faire sortir n'importe quelle voix d'animaux. Mais le jour où il se trompe et puis donne la voix du tisserand, c'est là que le serpent va l'avaler. C'est qu'il est en erreur. La sculpture, Boti ne l'a pas apprise. Il trouve des explications dans le surnaturel. Cette pierre, héritée des génies par son aïeul, confère à celui qui la possède l'aptitude de sculpter. Donc ce caillou, si on veut voir, ça a au moins 200 à 230 ans. Où son grand-père mourait, il a donné ça à son père. Son père, à son tour, avant de mourir, il lui a donné aussi. Moi, je ne connais rien dedans. Mais s'il prend ce caillou pour me donner, si ça a trop fait au moins 2 jours, il commence à faire. Puisque le talent vient du caillou, tout est dans le caillou. La renommée aidant, l'artiste arrive à vivre de son art. Sa dernière commande, 7 max pour un montant total de 2 millions de francs CFA. Mais les prix varient selon la complexité du masque. Ça a 70 000, 60 000, 40 000, 100 000 francs. Malgré l'âge, le patriarche ne compte pas les heures de travail dans cet atelier à l'air libre à la périphérie de Tibéita. Un dévouement qui lui vaut la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il soit soutenu. Il doit se nourrir, se soigner. C'est vraiment important pour pérenniser la danse. Il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Il a été décoré par le gouvernement par une médaille de mérite culturel. Après sa décoration, il reçoit une pension de 300 000 chaque fin du mois de la part du gouvernement. Des chercheurs allemands lui ont même consacré cet ouvrage paru en 1993. Dans la ville de Zionola, Saobi Boti est une star. Ce fanatique affiche son portrait au bureau et dénonce la surenchère sur ses créations à l'étranger. Chaque trimestre, il lui envoie des pacotilles, des objets de peu de valeur, et en retour, il leur donne tout ce qu'il a de cher. Parce qu'au fait, un artiste, ce qu'il a de cher, ce sont ses œuvres. Donc, il leur donne ses œuvres et les gens vendent ça à prix d'or. Parce qu'il y a ces œuvres qui sont vendues en Europe, qui se trouvent dans les grands musées, qui sont vendus à 10 millions, 5 millions, 15 millions. En une quarantaine d'années de métier, Saobi Boti a sculpté un milieu de masse et ornements sur les Zaouli. Un riche répertoire qui a contribué à la vulgarisation de cette danse, patrimoine de l'UNESCO. Décédé le 1er septembre 2021, le célèbre sculpteur a définitivement rangé ses outils. Voilà, repos à l'âme de l'artiste sculpteur qui laisse un grand héritage à la Côte d'Ivoire. Direction l'actualité internationale, Burkina Faso, Ouagadougou. Ouverture ce lundi 11 octobre 2021 du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Le leader de la révolution burkinabé en 1983, rappelons-le, a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses collaborateurs. 14 personnes sont dans le box des accusés. Ce procès suscite beaucoup d'espoir d'obtenir la vérité sur les événements du 15 octobre et plus de 20 000 pages de documents et de nombreuses pièces figurent dans le dossier.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que le prix Nobel d'économie a récompensé ce lundi 11 octobre 3 spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Card, l'américano-israélien Joshua Angrist et l'américano-néerlandais Guido Inbens. Pour le jury du prix Nobel, le trio a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.